Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 15 janvier 2024. On se retrouve avec un BTC sous les 43 000 $ à 42 650 ce matin, autour de 2500 pour Ether qui a reculé depuis les 2007. En étant positif pour le BNB de 2%, 312 $ sur ces dernières 24 heures, 4% en positif. Pour le Chainlink, on a le ton de la blockchain Telegram qui est à plus 11%, moins 3 du côté de Shiba, également pour ICP. On a plus 3,50 pour Injective, plus 4% pour Aptos et on clôture au niveau de ce top 50 avec Celestia toujours en positif, plus 3,60 qui titille les 20 $ à la 43e place et proche des 2 milliards de capitalisation et le Flow et le Phantom donc qui clôture 49e et 50e place. Du côté du 4 heures, donc toujours en yo-yo ici autour de 42 000 à récemment les quasi 50 000 qu'on était venu chercher et on peut déjà constater le désengagement au niveau du crypto Fear and Greed qui est repassé sur neutre à 52, tandis que les ordres de marché se bataillent pas mal. Binance, BitMEX, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres entre 40 000 et 42 000 $ pour les acheteurs et les vendeurs sont positionnés entre 50 000 et 43 000 $, exactement comme on peut le constater sur la map de liquidité. On voit désormais que voilà, c'est du flambi un peu au nord entre 47 à 50-51 et en bas ça commence à 40 000 avec toute cette zone 40-37 et par la suite c'est sous les 37 où on a de plus en plus d'ordres qui nous attendent entre 30 et 35 000 où vraiment là on a du dur par rapport à ce qu'on peut constater au nord. Je remercie le partenaire du jour, donc c'est une mention sponsorisée par la Croix-Rouge française. J'ai décidé bien entendu, comme il s'agit de charité, de reverser l'intégralité de cette mention sponsorisée à la Croix-Rouge directement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense quand même que aujourd'hui voilà les principales associations mondiales qui font de l'humanitaire et tout ce qui est charity comme ils disent en anglais, c'est voilà plutôt connu, mais la Croix-Rouge française c'est l'une des principales organisations humanitaires mondiales et ils innovent en venant dans le monde des NFT et du Web3 avec une entrée assez dynamique dans le monde de la blockchain et en partenariat avec Sandbox, on y vient dans un instant. Une initiative qui offre aux joueurs la possibilité de soutenir donc la Croix-Rouge en acquérant des NFT via l'expérience proposée au sein du métavers ou en faisant directement des dons en crypto-monnaie. Vous pouvez notamment en faire en Sand, le token de Sandbox. Donc une démarche novatrice pour permettre, bien voilà, tout simplement de collecter des fonds. On sait régulièrement, il y avait eu aussi des communications du côté des Restos du Cœur que ça devient de plus en plus difficile et qu'il y a de plus en plus de personnes concernées. Donc ils avaient lancé un NFT Pass qui a été sold out depuis le 12 janvier, donc 72 heures avant, mais il y a toujours deux petits NFT qui sont disponibles donc sur le site de Sandbox à 53 $, ça fait 107 Sand ou 75 Sand pour 37 $ équivalent et bien entendu vous pouvez directement sur le site de la Croix-Rouge également faire un don. A noter également que Sandbox met la main à la pâte et c'est exactement dans la même perspective du coup qu'on reverse l'intégralité aujourd'hui pour permettre de faire 1 pour 1 à chaque don qu'il sera réalisé, que ça soit en Sand ou par rapport au NFT. Donc à chaque fois que les acheteurs achèteront quoi que ce soit là par rapport au site de Sandbox, on a Sandbox en tant que tel qui s'engage à reverser le double finalement de ce que vous aurez acheté, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et vous avez le petit compteur à l'écran en direct qui vous montrera au fur et à mesure où ça en est et ce qui permet aussi de soutenir donc 70 000 bénévoles qui interviennent auprès des unités et délégations et qui dans les périodes notamment comme de grand froid qu'on traverse actuellement, je pense que c'est quand même des associations qui sont super importantes à soutenir. Donc voilà pour ce partenaire du jour, mention sponsorisée qui est rétrocédée, je le rappelle, et j'espère bien entendu que de votre côté, voilà, pour ceux qui ont les moyens, comme d'habitude, vous serez sensible et enclin à cette juste cause et qui peut permettre parfois de changer aussi à notre tout petit niveau les conditions de vie de certaines personnes. On passe aux informations avec CryptoGoku donc qui nous parlait des ETF, de l'après-ETF et on va donc naviguer depuis le 11 janvier puisqu'il s'est passé beaucoup de choses sur ces 3 à 4 derniers jours, c'était assez impressionnant. Donc au niveau déjà du volume d'activité, sur le premier jour, on a eu entre 1,5 et 2 milliards qui ont transité au niveau des ETF spot et on était à 7-8 milliards au bout de 48 heures. Le souci, c'est que on ne sait pas exactement quel volume ils prennent en considération quand ils font leurs calculs. Il y avait Eric Balchunas qui disait que on était plutôt en centaines de millions et derrière, au niveau peut-être du volume
volume entrant-sortant, ça commençait à parler en milliards. Donc globalement, on peut constater que sur les premiers jours de l'approbation ETF Spot, en volume, en tout cas, on approcherait les 10 milliards ou quelque chose dans ces eaux-là, ce qui pour eux, ceux qui surveillent les introductions en bourse, les ETF, etc., est un départ tonitruant, hein. Ça se passe plutôt vraiment pas mal, malgré le fait que le prix du Bitcoin est en train de reculer au moment même où la news est parue, donc finalement c'était un peu le sell the news effect. Et pour autant, c'est forcément quelque chose qu'il va falloir observer au long terme pour en constater les aspects positifs et négatifs. Je fais un tout petit aparté puisque j'avais ça sous les yeux et c'est marrant. Il y avait Nancy Pelosi, donc du Congrès américain, qui a passé un trade sur Nvidia et en plus c'était un peu sur fond de délit d'initié puisque elle était en train de voter elle-même une loi pour les semi-conducteurs ou je sais pas quoi. Elle a passé un ordre entre 1, 2 à 5 millions. Je crois qu'ils sont obligés de tout déclarer de leur côté. Il y a un site d'ailleurs qui répertorie ça. J'ai découvert ça hier en regardant l'émission de Mounir sur Finari. Et donc, vous pouvez constater que Nancy, la plupart du temps, et d'autres congressmen sont en train tout simplement de surperformer l'indice, le SP500, le MSCI World et tout ce qui va bien. Donc peut-être que c'est eux qu'il faut suivre au niveau du copy trading mondial pour faire des performances. C'est complètement dingue. Et eux, ils se privent clairement pas de faire tourner le vent en leur faveur et ils sont déjà archi blindés. Et voilà, c'est le libéralisme et le capitalisme pur américain, pur jus. C'est complètement dingue, mais ça fonctionne comme ça là-bas. On a Robinhood donc qui a annoncé le 12 janvier qu'il y aurait les 11 spots disponibles de leur côté, tandis qu'avec Goku, Coinbase s'associe à l'exchange Yellowcard pour étendre ses services en Afrique dans le cadre de son plan d'expansion internationale, un partenariat qui permettra à plus de la moitié de la population africaine d'accéder aux achats USDC via l'application Coinbase Wallet. Ça, c'est assez extraordinaire également. On a le BTC avec Axel Kibar qui nous disait qu'on est arrivé en haut de quelque chose entre 48 et 50 000. Ce grand canal parallèle ascendant, donc attention, si on retombait tout en bas du canal, on reviendrait à 33 000 $, ce qui n'est pas sans rappeler des petites targets du coût électrique dont on va parler dans quelques instants. Nvidia qui a représenté à elle seule 11% de la hausse des 43% du Nasdaq Composite en 2023, c'était Tommy Douziek qui nous mettait ça en avant, tandis que CryptoGel NL nous mettait le Crypto Total 3 qui est en train de faire un pullback très parfait et c'est un peu ce qui est en train de se passer sur le Crypto Total 2 aussi avec Ether en tête de liste. On a BlackRock, son CEO Larry Fink qui voit de la valeur dans Ether, il a déclaré ça à la télé, tandis que ETH BTC est en train de se retourner sur le très court terme. On l'a vu, on avait un peu plus de résilience d'Ether face à Bitcoin récemment. On a un Ether qui est venu chercher autour de 2700 $, donc un rebond sur ETH BTC justement de 25% en 2-3 jours. C'était le 12 janvier, donc c'était il y a 3 jours. La performance du BTC donc pour l'année du halving, en général, ça vient plutôt sur la seconde partie d'année d'après Julio Moreno qui est Head of Research du côté de CryptoQuant. Donc en général, ils sont plutôt à pointer ceux-ci. On a CoinSensei qui nous partageait un grand graphe, je pense qu'on est en mensuel, voire peut-être en trimestriel, mais plutôt en mensuel, où on pourra avoir là aussi le retracement sur zone 0,618 de Fibo autour de 48-49 000 $, le halving qui passe et ensuite on se repropulse. Ça collerait tout à fait dans les clous de ce que venait d'annoncer donc la personne juste avant. On a des transferts massifs et continus donc de BTC vers Coinbase, donc des 11 000, des 4 000, des 8 000, vraiment de gros transferts. Donc ça peut vouloir dire deux choses, soit la demande ETF Spot est colossale et on n'en voit pas encore tous les tenants et les aboutissants, soit il s'apprête à être vendu ou transféré OTC, pourquoi pas. Ensuite, on en avait d'autres qui sortaient aussi à coût de 5000 Bitcoin de Coinbase, mais la finalité, on a quand même eu un BTC qui est passé de 49 000 à 42 000 $. Leon Weidman qui mettait en avant que la TVL, la Total Value Locked, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué dans les protocoles ou dans les blockchains, a dépassé les 22 milliards du côté des L2, les fameux L2, Arbitrum, Optimism, Polygon et bien d'autres. Donc là aussi, on a un vrai bull run qui a démarré finalement, puisque ça a mis quand même pas mal de temps à démarrer et on peut constater que là, on est en pleine envolée parabolique et exponentielle. Microsoft dépasse Apple et devient l'entreprise la plus valorisée au monde avec Hawk Invest, tandis que Watcher Guru nous disait que voilà, on a dépassé les 8 milliards et c'était le 12 janvier, donc vous vous doutez bien qu'entre-temps, on a poussé un petit peu plus et bien que ça fait 3 jours finalement que eux ne passent pas d'ordre puisqu'il y a eu le week-end et aujourd'hui c'est le Martin Luther King's Day aux États-Unis, donc c'est un jour férié. Avec Dave the Wave, ça
faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce vieux Dave avec les plus 180% sur l'année. Et donc, pour lui, une petite consolidation de moins 15, moins 20%, ça serait pas du luxe. Ça permettrait de visiter le 0,382 et de s'appuyer, si je m'en fie à peu près à vue d'œil comme ça au graphique, autour de 35 à 36 000 $ à peu près. Et on va voir dans un instant donc que le coût électrique converge autour de cette zone. On a Documenting Bitcoin qui nous met en avant qu'on crève tous les plafonds du côté du hash rate. On est à 530 000 milliards, je ne sais pas combien, de hash par seconde. Il y a beaucoup trop de zéros pour que je puisse vous le dire comme ça, mais en tout cas, voilà, on a une pente où ça va poser un autre problème. À partir du halving, c'est l'industrie minière, et on y vient justement dans quelques secondes. On a toujours ce GBTC au milieu, donc avec Ingju qui disait que on a 600 millions donc qui sont sortis. On pourra encore avoir 21 000 BTC, donc à voir avec les 8 000 restants qui pourraient bouger encore de GBTC vers Coinbase pour avoir différents échanges. Et là aussi, je me pose la question de comment ça va tourner par la suite pour Grayscale. Donc c'est vrai qu'on a eu des mouvements assez importants. Peut-être il y a du rebalancing. Le prix continue de fluctuer. On a pas mal de volatilité et de nervosité sur le marché crypto. Et je pense que ça va finir par se poser pour par la suite nous refaire une petite stabilisation et pourquoi pas une poussée supplémentaire après le halving. On va voir comment ça va se goupiller sur ce début d'année. En tout cas, pour l'instant, au niveau de ETH, je vous avais proposé ce petit chart. Alors, comme d'habitude, le but, c'est pas de se faire passer pour le grand analyste technique ou quoi que ce soit, mais il y a les différentes phases de marché et je trouve ça plutôt intéressant. Et vous avez à chaque fois le RSI quand il a été survendu en hebdomadaire qui donnait le point bas. Alors, on a eu le rattrapage au crack Covid en 2020. C'était complètement imprédictible et improbable au moment où ça arrivait de revoir ETH à 100 $. Et là, de nouveau, quand on a eu le RSI en survente, en hebdo, 880 à 900 $ selon les échangeurs, c'était le point bas de marché. Et donc, à partir de là, on a un grand range qui a duré précédemment 2 années, entre 2018 et 2020, quasi 21. Et là, on est sur 18 mois avec ce range, donc entre 880 et les 2000 et quelques dollars dont on est en train de s'extraire. On a fait le même pullback qu'à l'époque. Et toutes les moyennes mobiles, 20, 50, 100, 200, sont en train de s'aligner exactement comme elles l'avaient fait à l'époque. Et ça aussi, c'est un signe de plus. Je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de monde qui surveille ça, qui en parle pas. À partir du moment où toutes les moyennes mobiles se sont dépatouillées du bear et sont alignées, ça aussi, souvent, ça a été le précurseur d'un début de marché haussier. Après, bien entendu, à court terme, je ne maîtrise pas l'actualité, je ne maîtrise toujours pas la boule de cristal ou les cours. Donc aujourd'hui, on est autour de 2500 $ pour Ether. Bien entendu que si Bitcoin va à 35 000, je pense pas que Ether va rester positivement là où il est. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération à court terme. Après, d'un point de vue technique et chartiste, c'est absolument dans les clous de ce qui s'est passé précédemment. On sort d'un range d'une période de consolidation de 18 mois. Est-ce qu'on peut réintégrer pour de nouveau consolider pendant 6 mois ou 1 an? J'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, voilà, on en est là et on n'est pas dans une phase ni de grosse distribution ni de crack comme on pouvait l'être au moment de 4 900 $. On est tout à fait encore dans les clous de ces phases de réaccumulation ou de prémices de début de cycle haussier, que ce soit pour le Bitcoin ou Ether qui paraît en tout cas quand on regarde le Crypto Total 2 un peu en retard par rapport à ce qu'ont pu offrir d'autres altcoins. Remember l'introduction en bourse de Coinbase, ça m'a totalement fait penser à ça. C'était Goku qui publiait qu'on a eu le spot de Valkyrie mis en avant sur le panneau d'affichage du Nasdaq à Times Square. Je ne sais pas si vous étiez déjà là pour ceux qui écoutent aujourd'hui, dites-moi-le dans les commentaires, mais c'était en avril 2021, on était tous plus bulles que jamais, les portefeuilles qui imprimaient des sommes auxquelles on ne pouvait même pas s'attendre, même en rêve. Et derrière, ça a été la fin de ce premier bout de début de bull run, puisque derrière, il y a eu la réciproque à l'automne 2021. Ça aussi, on ne s'y attendait pas forcément. Mais voilà, ça a été vraiment le Super Bowl où on a eu la pub de Coinbase qui a été vue par 1 ou 2 milliards de personnes. Enfin bref, c'était le gros délire. La phase de marché, bien entendu, est différente actuellement. On n'est pas encore dans l'extrême euphorie, on n'est pas encore dans le gros du bull run. Mais ça m'a quand même rappelé un énorme mauvais signal, entre guillemets,
souvenez quand il y avait eu cette fameuse image avec Coinbase, IPO, introduction en bourse to the moon, et derrière on s'était fait déglinguer. On avait une Foldit donc qui nous parlait du coût de production post-halving qui pourrait être selon CoinShares à autour de 38 000 $. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle puisque, enfin une bonne et une mauvaise, on va avoir donc l'industrie minière qui va être soumise à énormément de pression et on avait CryptoCami qui nous mettait en avant avec un petit calcul qu'il a demandé à ChatGPT combien il faudrait vendre de Bitcoin pour continuer à être dans la profitabilité dans laquelle ils sont actuellement en fonction des revenus projetés, des coûts opérationnels, etc. Et donc selon lui, la finalité, ça serait qu'on aurait un peu plus de BTC à vendre après le halving au niveau de l'industrie minière. Et qui plus est, comme on vient de le voir, avec une difficulté qui est extrêmement haute. Et ça, pour moi, au final, malgré le fait que oui, on aura un coût de production médian autour de 38 000 après le halving, il ne va pas y avoir de miracle. C'est soit ils vont se mettre à débrancher en masse pour essayer de faire chuter la difficulté à J+15 à peu près, et ils peuvent le faire pendant plus que J+15, hein, pendant un mois, 2 mois ou que sais-je. Soit derrière, on va avoir du nouveau matériel, ça va continuer de truster à fond, gros investissements, etc. Exactement comme on l'a vu avec Goldman Sachs, JP Morgan et tous les autres là qui étaient en train d'investir des 5 à 10% de portefeuille dans les minières, dans Marathon, dans Riot, dans Hut 8, il y avait un peu Galaxy, je crois, à un moment, il y en a quelques autres. Donc, voilà, je me pose quand même pas mal de questions par rapport à ce halving. D'un autre côté, si on a un coût de minage qui est autour de 38 000 en médian, mais je pense que c'est surtout du côté des États-Unis, c'est pas si mal puisque ça voudra dire que après le halving, on devrait avoir un prix qui devrait graviter logiquement et mécaniquement à plus ou moins quelques milliers de dollars, mais entre 35 000 et 40 000 $. Donc si un jour on revient à 30 000, ça veut dire que potentiellement après le halving, le BTC est sous-coté par rapport à son coût électrique. Mais voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important puisque quand on était à 15 500 $ sur le point bas là, de ce bear market, eh bien on était sous le revenu de coût électrique, ça avait des branches, on avait le hash rate, etc. C'était la fameuse capitulation des mineurs. Et là, c'est quelque chose quand même qui va pouvoir appuyer sur eux et on aura à nouveau cette guerre du dernier survivant avec donc pas 36 solutions comme je viens de le décrire, soit débrancher en masse, soit vendre plus de BTC pour subvenir à leurs besoins. CryptoGoku avec le token unlock à venir, donc grosse semaine puisqu'on a Sei qui release 88 millions de dollars, on a BitDAO 147 millions, Uniswap 55 millions, ApeCoin 22 millions. Alors là, on est entre le 15 au 18 janvier. Hein. Fusionist Ace 38 millions, le Lido Token 28 millions, Axie Infinity 27 millions. Donc c'est dans les prochains jours. On avait CryptoZoos qui met en avant que ça commence à bouger du côté de Starknet. On a vu les premiers transferts de jetons qui ont été bridgés de Ethereum vers Starknet. Beaucoup de personnes s'inquiètent sur le fait qu'ils espèrent que l'airdrop ne se passera pas directement sur Starknet, mais plutôt sur Ethereum. Sinon, Starknet va chuter immédiatement. Apparemment, l'infrastructure ne serait pas complètement prête pour recevoir autant d'utilisateurs et autant de requêtes en simultané. Ce soir, la partie 3 à 20h avec Bitcoin du côté de Twitch, donc on parlera beaucoup plus orienté psycho, on fera quelques expériences et démonstrations en live par rapport justement à la psychologie des investisseurs et de marché. Le crypto total sur les 1635 milliards, donc pour l'instant statu quo depuis un mois, c'est une belle zone hein, finalement autour de 1006, à voir si ça se transforme en zone de distribution, puisque comme on va le voir dans un instant, la bougie hebdomadaire est loin d'être, on va dire, sexy du côté du Bitcoin. Ça fait plutôt penser, pour ceux qui font un peu de chandelier japonais et de graphique de chart, un peu à une shooting star. Donc, il faudra 1 ou 2 semaines supplémentaires pour le valider, si jamais c'est un peu plus baissier du côté du Bitcoin et qu'il y a des grosses prises de profit supplémentaires. Mais pour l'instant, voilà, c'est quelque chose dont il faut se méfier à court terme en tout cas. 800 milliards pour le crypto total 2, ça ressemble à s'y méprendre au chart dont je viens de vous parler par rapport à Ether. 500 milliards pour le crypto total 3. On passe immédiatement donc au Bitcoin en tant que tel. Grosse bougie ici sur laquelle on s'est fait repousser. Donc on est quand même passé sur une semaine de 49 000 à au point bas ici 41 600, 41 500 selon les échangeurs où l'on regarde. On a la moyenne mobile 20 qui est en train de remonter doucement mais sûrement, assez pentue, autour de 35,5 pour pas dire voilà proche de 36 000. Donc ça c'est plutôt cool puisque ça va nous faire un bon support dynamique. On peut constater que contrairement à Ether, tout
toutes les moyennes mobiles ici ne sont pas encore alignées positivement du côté du Bitcoin, ce qui démontre aussi qu'on a eu une énorme volatilité. Je vais quand même passer sur une avec un peu plus d'historique pour vous montrer comment c'est censé être en début de bull run ici. Donc la verte, l'orange, la rouge, la bleue, tout aligné, 20, 50, 100, 200 en hebdomadaire. Là, on a fait le Golden Cross, la orange, la 50 est en train de reprendre la 200. On a la 100 qui est toujours très basse, autour de 28 000 $, et justement cette 50 et cette 200 qui sont autour de 30 000. Donc ça nous fait d'autant plus de support dynamique que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le coût électrique post-halving, il y a très peu de raisons mécaniques ou de raisons fondamentales entre aujourd'hui et le printemps 2024, là, dans les 3 mois qui viennent, qu'on voit un Bitcoin sous les 35 000 $. Est-ce que pour autant, si d'un seul coup, il y a un gros catalyseur de type « ouais, les ETF, ça marche pas, on commence à revendre les Bitcoins qu'on a pris pour nous, BlackRock et tout ça, qui souffle un peu le chaud et le froid », bien entendu qu'on pourrait péter des supports majeurs et revoir un Bitcoin à 30 000 ou que sais-je. Mais en attendant, tant qu'il n'y a pas de catalyseur négatif ou mauvais vachement alimenté, on va dire, voilà, les 35 000, je pense que c'est une zone de choix, 35-36. Si on les revoit, bien entendu que ça en fera aussi une zone de choix pour ceux qui petit à petit font leur DCA, etc. Et bien que pour le DCA, en général, la base de tout, c'est de ne même pas se soucier du prix. Au travers du temps, on continue de faire sa petite épargne programmée, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et après, bien entendu, en fonction du plan que vous vous êtes fixé. Donc Ether, je suis toujours sur mon petit chart ici, et bien que vous le voyez pas trop puisqu'il faudrait zoomer énormément dessus, et bien toutes les moyennes mobiles sont légèrement plus avancées au niveau du dépatouillage que celles de Bitcoin, donc on est déjà dans le bon ordre, bien que voilà, il faudrait zoomer et zoomer encore pour que vous le voyez plus en détail. Toujours est-il, on a cet imbroglio de moyenne mobile qui est autour de 1008 et la moyenne mobile 20 qui est autour de 2000. Donc clairement, on a eu le grand range, pas de 2 ans mais de 18 mois, c'est déjà pas si mal, et Ether avait moins perdu, on a moins d'amplitude que sur le cycle précédent, donc il y aura très certainement moins d'amplitude à la hausse également que le cycle précédent. Pour rappel, on était quand même passé de 80 $ à 4900, on avait fait 5850% du côté d'Ether, donc juste pour le plaisir, voilà, juste pour le plaisir, mais bien que ça ne se passera très certainement jamais du côté donc de ce cycle, je vous donne 5850% si ça arrivait sur ce cycle, et ça nous amène juste un Ether autour de 53 000 $. Donc vous voyez que déjà au niveau des cycles, il faut systématiquement appliquer ce qu'on appelle un diminishing return. Et donc là, j'ai strictement aucune idée de la performance que nous fera Ether, mais ne serait-ce que si nous le faisait un 1000%, qu'on divise ça par 5 ou par 6 par rapport au cycle précédent, ça nous amène autour de 10 000 $ pour un Ether. Et quand on a eu le point bas d'Ether qui était proche des 1000 $, un x 10 sur ce cycle par rapport au x 50 ou 60 du cycle précédent, ça paraît pas si déconnant. Pour autant, lorsqu'on revisitera les 5000, comme lorsqu'on revisitera 70 000 et peut-être un jour plus du côté de Bitcoin, pour ma part, je commencerai à regarder très légèrement vers la porte de sortie pour petit à petit mettre en place mon DCA de sortie. L'action de Coinbase donc qui corrige bel et bien, on a le premier support ici d'un point de vue Fibo, en tout cas autour de 123-125, on est à 115 ensuite, et puis le support majeur autour de une centaine de dollars. Moyenne mobile 20 hebdomadaire qui se trouve aujourd'hui à 107-108 $, donc une belle correction qui risque d'être un peu plus profonde pour Coinbase, qui est passé, rappelons-le, en 2023 de 31 $ à, que je vous dise pas de bêtises, 187 $. Le DXY à 102,43 qui revient backtester la zone de sortie des 103, on va voir comment ça va se matérialiser pour la suite, tandis que la Bitcoin dominance est à 51% ce matin. Là aussi, elle se fait un peu malmener, donc c'est je t'aime moi non plus. Les alts qui essaient de garder leur momentum et peut-être portés très largement par Ether qui gagnait un peu de force ces temps-ci et qui a permis à des Optimism, des Arbitrum, des Lido, etc. de bien performer aussi par corollaire. On en passera un ou deux petits derniers. Je vois que j'ai XTZ, IGLD dans le vert, Fetch, Glimmer, on a Chiliz, Métis qui nous fait une très très belle perf. On avait eu un point bas en septembre 2023 autour de 10 $, on a à 120 $, donc du côté de la DeFi. Ça se passe vraiment plutôt pas mal pour Métis. J'en ai pas en portefeuille, mais clairement deg, parce que ça
c'est pareil, vous me direz dans les commentaires, mais je crois clairement que dans les 6 derniers mois, Marc nous en a parlé dans le live du lundi. Donc voilà, on dit souvent oui, les shields de tokens, machin bidule. Là, on n'a aucun intérêt, on n'est pas dans la private ou quoi que ce soit de Métis. Et pourtant, voilà, c'est un x10 qui part, si ce n'est plus, puisque vu comment il est parti, celui-là, bien entendu, c'est plus du tout le moment là de rentrer ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'il reviendra potentiellement un jour autour de 44-45$, on a un support ici qui est plutôt pas trop mal démarqué, entre guillemets. Voilà, on pourrait avoir une zone de polarité intéressante pour une première entrée pour ceux qui ne sont pas encore rentrés là-dedans, et j'en fais partie bien entendu. Le Chainlink à 15,60 aussi qui retrouve un peu de vigueur, il s'est approché de la moyenne mobile 20 autour des $12. Donc là aussi, belle consolidation. Les plus optimistes d'entre nous pourraient y voir un bull flag comme ça, une petite descente. On va voir ce que ça donnera, mais bon, je ne suis pas super convaincu. Mais Chainlink restant ce qu'il est, ça fait un des top projets, on peut les staker désormais. On a eu un range là aussi de réaccumulation entre $10 et le point bas sous les $5, 4,78 qui a duré de mai 2022 à l'extraction ici en octobre 2023. Donc pareil, ça c'est un peu du pain béni d'un point de vue technique et chartiste. On a Injective aussi qui continue de truster beaucoup trop haut, toujours trop haut, mais que dire pour l'instant, voilà, ça fait partie des tokens comme Celestia aussi qui ne font que monter depuis qu'ils ont été lancés. Alors Injective a un cycle de plus dans les pattes, il est déjà bien capitalisé et là où il se trouve, c'est la discussion qu'on avait en fin de live de la dernière émission, je vous invite à la consulter si toutefois ça vous intéresse. Est-ce que les Injective et les Celestia, là où ils sont aujourd'hui capitalisés comme ils le sont, peuvent faire encore de gros multiples sur le cycle, ou est-ce que les gros multiples sont déjà derrière nous? C'est plutôt ça la question, et là de suite c'est extrêmement difficile d'y répondre, puisque pour prendre en considération le crypto total et les market cap, il faudrait savoir pour plus tard à combien de market cap global sera Bitcoin, Ether, et faire des petites corrélations par rapport au market cap que pourrait représenter Celestia, Injective et tout le top 50 grossièrement. Allez, une fois n'est pas coutume, on se quittera avec le CW8, c'est le MSCI World de Amundi et qui est en train de nous faire un nouveau point haut. Donc là aussi, je ne sais pas du tout ce qui nous attend en 2024. On n'a pas encore eu le pivot de la Fed. Est-ce que les États-Unis vont se prendre les pieds dans le tapis et nous emporter avec eux, ou est-ce que sur l'année électorale américaine, ça va continuer to the moon avant de se retourner un peu plus durement derrière? En tout cas, tout est sur le tapis actuellement et on aura, je pense, ça fait longtemps que j'en suis convaincu, à l'image de 2023, une année 2024 qui sera aussi exaltante que épuisante en bien des aspects. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce soir 20h avec Bitcoin et vous aurez le replay demain sur YouTube autour de 9h. Et pour ma part, je vous retrouve mercredi. Ciao, ciao.